Lui, c'est Oussama Ammar. Serial entrepreneur et investisseur, adulé par certains, détesté par d'autres, son personnage unique déchaîne les passions et les conversations. Mais qui est-il vraiment? Comment a-t-il fait pour en arriver là? Et à quoi ressemble son quotidien? J'ai décidé de passer 24 heures avec lui pour en connaître beaucoup plus sur qui est la personne qui se cache derrière cette image. Et honnêtement, je voulais faire de la vidéo avec Oussama la plus incroyable de toute ma chaîne. Sauf que pour l'instant, depuis le début de la journée, il n'y a rien qui s'est passé comme ça. Et mon format, il m'échappe complètement. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Dubaï pour le 6e épisode du 24 Hour With. Et on va retrouver Mr Oussama Ammar avec qui on va passer toute la journée. Et la particularité de cette journée, c'est que contrairement aux précédentes, je n'ai réellement aucune idée de ce qui va se passer. Je sais juste qu'on va commencer la journée par aller à la salle de sport avec Oussama et Antoine Blanco. Et je sais qu'on va finir la journée par un dîner chez Oussama avec plusieurs de ses amis et ses associés. Mais ce qui va se passer entre ce matin et ce soir, j'en ai absolument aucune idée et vous allez le découvrir avec nous. I try to focus on the whole of where the torch goes in the tradition of these legendary sports pros. As far as I can see, I made it to the threshold. Lord knows I waited for this a lifetime, and I'm an icon when I let my light shine. The fire. Thank you sir. Have a good day. Thank you. Bon. Let's go! Ça va bien? Super. Salut les gars. Salut. Terry, Arthur. Enchanté. Ça va bien? Salut Arthur. Bah, bienvenue. Bah écoute, merci. Il y a Antoine qui arrive dans 45 minutes. Ok. Donc comme ça on avait un peu de temps pour parler. Vas-y, avec plaisir. Ouais. Let's go. Merci pour l'accueil en tout cas, ça fait plaisir. Vous êtes combien là ici? Donc on est 13 en fait. Ok. Et après on a du passage dans cette semaine, on a 1, 2, 3 visiteurs. Ok. Toi tu kiffes quand il y a de la visite comme ça, toujours quand il y a du monde qui passe, qui sort, qui rentre. Ouais, il faut de la vie dans une maison. Qu'il y a de la vie. Ouais, Dubaï c'est 100% de sceptiques, 20% de déçus. Ouais. Voilà, c'est... Il faut venir plusieurs fois je pense pour kiffer, genre tu vois, et un peu plus... Je sais pas. Franchement, quand tu viens à Dubaï, le choc il est tellement grand entre ce que tu imagines et ce que tu vis que ça peut pas te laisser indifférent dès la première visite, en fait, quoi qu'il arrive. J'ai découvert que le roi de Dubaï écrivait de la poésie et de la bonne poésie. Ok. Et ça a fait un nervous breakdown dans ma tête, quoi. Le livre de poésie en question, la 4e de couverture, c'est Paulo Coelho. Ouais, genre. Qui L'alchimiste. Ouais, exactement. Qui dit du bien du livre d'une façon assez émouvante. Et ça, tu l'achètes pas. Et là, je commence à regarder les bouquins qu'il a écrits. Et je découvre qu'il a écrit un traité de philo sur le bonheur. Mais un livre assez sérieux. Putain. Donc je l'achète et franchement c'est super fort. Et en lisant ce livre j'ai compris ce qu'il essayait de faire à Dubaï. Il essayait vraiment de créer Peace of Happy Place. Genre vraiment un endroit où les gens sont heureux. Et je pense que la vraie caractéristique de Dubaï qui choque les gens qui viennent d'ailleurs, c'est que les gens sont très très heureux ici. Ouais. Tu rencontres tous les gens qui sont ici, ils sont fiers d'être à Dubaï, ils sont ambassadeurs. Moi je suis devenu monarchiste, hein. Ouais. C'est mon roi. Hein. Ouais. Franchement, ça y est, j'ai vrillé. C'est-à-dire que les mecs, ils m'ont brainwashé. C'est fini. Si je peux faire en sorte que Dubaï rayonne, je ferai en sorte que Dubaï rayonne. J'ai très 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 envie
de participer activement à la vie de la communauté, quoi. Ah, t'es ancré dans la vision et... Ouais, complètement. Et quand tu vois ce qu'ils préparent là, pour l'avenir, ça fait... Ouais. C'est vraiment incroyable. Let's go, room tour. Donc là, on a ce salon qui est vraiment assez géant quand même. Alors là, il y a une pièce assez marrante. C'est la salle des chaussures et des jeux vidéo. Ok. Ah, il y a du niveau. On n'a pas assez de place pour ranger les chaussures dans la maison. Toi, tu joues, toi? Ouais, T'es un gamer? je suis. Alors j'essaye. En fait, j'ai un problème, c'est que je suis un gamer addictif. Ok. Enfin, addictif. Quand je commence un jeu, il faut que je finisse. Ouais. Notamment, par exemple, tu vois, à un moment, Assassin's Creed Odyssey était sorti. Ouais. J'ai passé 3 semaines de nuit blanche, en fait. C'était horrible. Ouais, quand tu commences, tu vas aller au bout, tu veux... J'arrivais plus à fonctionner, je faisais des rendez-vous, j'étais dans le mal. Je prenais des guronzans pour tenir la nuit, pour finir le jeu. Enfin, c'était horrible. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 chambres. Okay. Donc, en bas, c'est l'étage des chambres d'amis. Okay. Et là-haut et derrière, c'est les chambres des gens permanents. Donc là, c'est notre jardin. Okay. Ce truc-là, c'est typique de comprendre ce qui se passe dans cette maison. Ce truc, c'est une piscine. Okay. Et un jour, un de nos colocs nous a dit « Ouais, j'ai fait une affaire de fou. Je prends une piscine pour 1 000 €. Je l'ai fait livrer. » Il y a ce truc qui est arrivé. Ils se sont baignés dedans... Ouais, allez, 3 fois. Voilà, je pense que ça va rester comme ça. Pendant des années. Pendant ouais, pas des années, parce qu'on va quand même finir par péter un câble. Mais tu vois, moi je pense que ça va rester quelques mois et puis après, ils vont essayer de le refourguer. Donc ça, on est dans le quartier le plus émirati de la ville, hein. Il n'y a que des Émiratis. Tous nos voisins sont Émiratis. C'est pas courant en fait pour les Occidentaux de vivre dans des quartiers comme ça. Mais nous, on voulait une maison avec 12 chambres, alors il n'y a que les Émiratis pour avoir 2 chambres. Et donc les Émiratis traditionnels, ils ont cette pièce-là, qui est le Majlis, qui est la pièce des invités. Donc là, en général, ils ont un grand salon dedans. Et quand il y a des invités, ils viennent là pour pas qu'ils rentrent et aillent contre l'intimité de la maison, notamment pour les femmes, etc. Et nous, on a transformé le Majlis en bureau. Du coup, c'est un espace coworking, la limite. Ouais, alors ils ont tous leur bureau là. Alors moi, je suis le seul à pas venir ici. Parce que moi, je travaille dans ma chambre. Okay. J'ai mon bureau dans ma chambre, j'ai mon setup dans ma chambre. Parce que j'aime pas trop être entouré de gens quand je bosse. Mais eux, ils sont tous là, donc... Il y a Yannick et Maria avec qui je fais un dessin animé. Ok. Avec le studio? Ouais, donc c'est le réalisateur et la directrice artistique de mon premier film. Ils sont venus vivre ici pendant quelques mois, histoire d'avancer à fond. Là, il y a le bureau de Adam, avec le petit CD Sofiane Pamard dédié. Et Adam, il fait quoi? Il est directeur artistique d'un studio de dessin animé mais traditionnel, qui s'appelle PMSA. Là, il y a mes 2 traders de mon hedge fund, qui vivent avec moi aussi. Et ici, il y a notre studio pour enregistrer des podcasts quand les gens passent. Là, il y a une corde à laquelle je monte tous les matins. Ouais. Non. Tu fais des allers-retours, hein. Tu nous fais une démo. Pas du tout. Et ici, il y a la gym. Et Antoine, il passe ici ou? Il vit assez loin, Antoine. Ouais. Donc déjà, il a la gentillesse de me coacher. Donc normalement, c'est moi qui me déplace. Ok. Ça fait combien de temps là que tu as commencé avec lui? Ça doit faire 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. C'est quoi le déclic qui t'a fait Oui, pas de déclic. Pas de déclic? Non, pas vraiment. En fait, tu sais, c'est toujours, pour moi, dans la vie, c'est toujours des affaires humaines. C'est toujours, c'est jamais les choses, c'est toujours les gens.
Je fais pas un hedge fund parce que je suis fasciné par le monde des hedge funds. Je le fais parce que j'ai des associés que j'admire. Et en fait, moi, je pourrais m'associer à n'importe qui et faire n'importe quoi du moment que j'admire. Donc si quelqu'un venait et me disait, ouais, je suis dans la poissonnerie, et c'est quelqu'un que j'admire et avec qui j'ai envie de passer du temps, et ben, je deviendrai fada de poisson. Mon goût, c'est toujours à travers les autres, en fait. Et donc, je n'ai pas du tout d'intérêt pour le sport, mais j'ai un intérêt pour Antoine. Antoine a un intérêt pour le sport, ça me donne un intérêt pour le sport. Donc la règle de tu deviens les 5 personnes que tu fréquentes le plus, elle est très très vraie chez moi. Donc je fais toujours attention à avoir un entourage qui m'inspire, qui me fasse sortir de ma zone de confort, et puis après, on verra bien combien de temps ça dure. Ouais, tes projets, ta vie, ils découlent de ça. Exactement. Je vous préviens, je vais avoir l'air d'être un méga mégalo. Ok. Alec m'a fait un cadeau d'anniversaire Ok. que je trouve un petit peu empoisonné. vous allez comprendre. Ça va. Ça, c'est un peu grand. Et c'est quoi à l'intérieur? En fait, C'est des photos? c'est tous les articles de presse qui ont été écrits sur moi qui sont méchants. Ah, c'est un délire. Et ici, c'est ma chambre. Avec mon petit setup. En fait, t'as ton univers là, dessin animé, Tokyo, Japon, Dubaï, le Cher. Voilà, exactement. C'est quoi les livres que t'as là ici? Alors j'ai pas grand chose comme livre à Dubaï. Avant j'avais plein de livres. Et donc ma règle maintenant, si j'achète un livre, je le lis et je l'offre. Tu transmets? Ouais, je transmets tout de suite. Ouais. Donc en général, les livres qu'il y a ici, c'est en fait c'est les derniers livres que j'ai lus. Ouais, alors ça c'est un petit livre marrant. C'est un recueil de poèmes érotiques que j'ai écrit pour ma meuf de l'époque. Donc j'aime bien aussi dire ça. Et ça, ce sera jamais publié. Alors, c'est marrant les tableaux qui sont sur le sol. Alors, moi j'aime bien les tableaux sur le sol parce que ça tu les changes facilement quand on a marre. Tu vois. Il y a la vague d'Okuzai dont je suis archi fan. Pour moi en fait cette vague elle représente la vie et ce que tu peux pas faire face. C'est-à-dire quand tu as une vague comme ça, un tsunami qui t'arrive dessus, tu peux pas négocier. Tu peux pas dire monsieur tsunami on va s'arranger, tu vois. La seule chose que tu peux faire c'est essayer de la surfer, essayer de l'éviter. Mais tu peux pas. Et pour moi c'est un peu les enjeux tech, etc. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est un os. Tu t'es pris un os sur la gueule. Ça doit être un oiseau qui a Ouais. je sais pas. Il a mis des pièges partout, il y a des intrigues qui rentrent. Donc regarde, il y a une corde si tu veux monter. Ah ouais, stylé. Il y a la corde et ça, mais attends. Ah ouais. Ah ouais, c'est stylé. Ouais, je pense qu'on va commencer par là. Ok. Vas-y. Dans 20 minutes.
Toi aujourd'hui Antoine, ça fait combien de temps du coup que tu as commencé à faire sans permission avec Usayomi? Ça fait plus d'1 an maintenant. Ça a été quoi vraiment, on va dire, les déclics que tu as eu un petit peu, on va dire, en côtoyant justement Oussama en particulier? C'est qu'ils réfléchissent pas comme tout le monde. Ils réfléchissent pas à comment est-ce que je vais pouvoir gagner quelques petits pourcentages par-ci par-là, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire x10, x100. Et du coup, moi ça m'a beaucoup aidé même dans mon business. Tu sais, mine de rien, ça allait très vite. Je pense que après 6 mois que j'ai démarré mon business, je me suis retrouvé à Dubaï. Et genre 4 mois après, je devais être dans sans permission. Donc au final, tu vois, 10 mois avant, j'étais juste un étudiant comme tout le monde et je pense que j'aurais été un des spectateurs de sans permission. Donc dans ma tête, il y avait une partie inconsciente qui se disait pourquoi est-ce que les gens prêteraient de l'attention à ce que je dirais en comparaison à ce que eux disent. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est effacé parce que déjà ils ont su me mettre à l'aise. J'ai senti que moi aussi j'avais ma place et mon avis à apporter et que c'était cool que je puisse voilà, apporter un point de vue différent. Et donc ouais, petit à petit je me suis senti de plus en plus à l'aise. On a noué des liens aussi forcément nous entre nous à force de se retrouver 3 heures par semaine. Donc voilà, ça s'est fait au fur et à mesure du temps en fait. C'est quoi le plus gros insight que tu as eu dans ton business qui t'a aidé à step up? Je pense que c'est le fait de trouver une bonne équipe. Tu vois, avant je recrutais pas correctement et du coup j'avais des mecs qui faisaient le travail mais ils faisaient ce qu'il fallait mais pas forcément plus. Et là le fait de comprendre l'importance, tu vois, surtout quand je vois Yomi, il fait presque plus grand chose au final aujourd'hui dans son business, il y a tout il a un CEO qui s'occupe de tout, etc. Et donc le pouvoir d'avoir une bonne équipe avec toi, je pense que c'est un truc que j'ai vu en action chez eux et qui fait une grosse diff. Top, bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Vas-y, prends soin de toi, on se revient. Vas-y, merci. Moi je pense que plus important en personal branding, d'avoir une maison qui en jette. Là je pense que si, ça fait la différence. Ça fait la différence. T'attribuerais ton succès à ça, Oussama? Moi je pense que tout est là. Tout est là-dedans, là. Ouais, là. Là? Ouais. Ça c'est symbole de la réussite entrepreneuriale. Quand tu peux te payer ça avant tes 50 ans, c'est vraiment ta réussite ta vie. Vraiment. Tu ressens quoi là en voyant ça? Voilà, avec beaucoup d'émotions. J'ai alors accompagné Oussama à son prochain rendez-vous et lui ai posé différentes questions pour en savoir un petit peu plus sur concrètement qu'est-ce qu'il préparait avec son studio d'animation. T'as quoi comme rendez-vous là du coup? Je cherche un storyteller, quelqu'un de vraiment très fort à faire des decks, des présentations clients pour tous mes business. Alors il va travailler à 80% sur mon studio. D'accord. Et à 20% sur le reste. Et alors, je vais faire une petite dinguerie sur le studio de dessin animé. C'est que j'ai décidé de build in public, mais en anglais. Ok. Et on va tout publier, y compris les presses d'investisseurs. Ok. Tu vois, in public. Ou les presses producteurs. Parce que quand on parle d'investisseurs, on imagine investisseurs comme start-up. Mais dans le monde du film, c'est un peu différent parce que tu lèves de l'argent auprès de distributeurs, Netflix, Apple, etc. Et donc tu vois, on a des rendez-vous assez stratégiques, Apple, Amazon, Netflix. Et donc je cherche un storyteller. Et je galère, ça fait 4 mois que je cherche. C'est venu d'où un petit peu le projet du studio? J'ai toujours eu envie de faire un Walt Disney, mais j'ai jamais cru que c'était possible. Et en fait, j'ai vu le futur en voyant une présentation du MIT sur l'IA, il y a en 2020, qui me présentait une sorte d'ancêtre de mid-journée. Et là, j'ai commencé à en... Ouais, ça fait un déclic, ouais. Et le candidat que je vais voir là, il a une particularité. C'est qu'il a le portfolio qui m'a le plus impressionné depuis très longtemps. On travaille sur un premier projet dont la date de sortie prévisionnelle serait en septembre 2025. On n'est pas à l'abri qu'entre temps, il va y avoir des micro-projets qui vont commencer à sortir, des petits courts-métrages, des petits essais. Mais la particularité, c'est qu'on utilise l'IA au maximum. Yes l'équipe, du coup Oussama vient de nous partager son projet de studio de dessin animé avec une première série de 10 épisodes. Et le truc en fait que je trouve hyper smart, c'est qu'il s'attaque à une industrie qui de base n'utilise absolument pas l'IA. Vous pouvez le voir par exemple à la fin des dessins animés, dans les génériques, c'est immense le nom des personnes qui travaillent sur une seule production. Et lui aujourd'hui avec l'idée qu'il a, il va pouvoir très sûrement créer un studio qui va être hyper rentable, étant donné que grâce à l'IA, il va pouvoir en fait supprimer
énormément de frais qui sont de base nécessaires pour ce genre de projet-là. Et surtout en plus, je trouve que c'est smart parce que c'est un projet qui est focus sur sa zone de génie, qui est le storytelling. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la journée et on vous prépare des petites pépites pour justement développer un excellent storytelling sur vos business. On va donc laisser Oussama faire son rendez-vous avec le storyteller qui souhaite recruter. On va aller prendre un petit déjeuner et on se retrouve ici à 11 h. Pendant qu'Oussama est en train de gérer son rendez-vous, on allait prendre un petit déjeuner avec l'équipe parce que pour tout vous dire, on était complètement à jeun. En plus, on était quasiment sous nuit blanche parce qu'on a fait que d'enchaîner les tournages à Dubaï tous les jours pour les 24 Hour Wiz. Ça ne s'arrêtait pas et je crois que cette nuit-là, on avait dû dormir 3 ou 4 heures. On est allé rejoindre Oussama qui était plus que content de son rendez-vous. Is it the one? Good. C'est passé comment? Super, c'est trop bien. On prend un mec avec qui je suis à la même longueur d'onde. Avec qui t'es connecté? Ouais. Et il démissionne. Il démissionne, c'est bon? Ouais. Tu l'as débauché? Ouais. Je lui ai proposé de créer sa boîte de consulting. Ok. Et je lui assure un revenu minimum par mois. Il arrive. Et il me consacre 2 jours par semaine plein. Et il a 3 jours pour ses autres clients. T'as changé son plan de carrière? Merci. Ouais. Je fais ça de temps en temps. Comment tu te qualifies quand tu te présentes aujourd'hui à quelqu'un? Bah, c'est compliqué quoi. Parce que je sais que les... Non, je sais pas. Je t'avoue que quand même, mine de rien, ça fait quand même longtemps que je me suis pas présenté. Ok. Donc... En quelques chiffres? En fait, pour être honnête, je suis tellement paumé sur tout ça. T'es déconnecté. J'ai connecté. Tu vois, avec Business Pro, quand je fais la presse, Yomi, il est très attaché à ce genre de social proof. Et il m'a fait récupérer les chiffres et tout. Là, par exemple, j'ai levé pour les startups de ce plus d'1,5 milliard. Quand j'ai lu le chiffre, j'étais halluciné. Et toi-même, t'étais pas conscient? Bon, mais aucune idée. Après, je sais pas, je trouve que... Enfin, moi, mon opinion personnelle à propos de tout ça, c'est que je trouve que tout ce que j'ai fait dans ma vie est très loin de me satisfaire. J'ai pas un très grand sens de la nostalgie et du personal branding. Je pense que il y a plein de gens qui auraient fait 1/50e de ce que j'ai fait, le présenteraient beaucoup mieux, le rabâcheraient tout le temps. Mais moi, quand on me demande de parler de ce que j'ai fait avant, ça m'ennuie. Je suis pas connecté aux achievements. En plus, tu vois, c'est toujours la même chose. 1,5 milliard pour les startups, c'est impressionnant, mais finalement, ça reste quand même beaucoup de startups qui n'ont pas marché. C'était facile à l'époque de lever. Je sais pas si un jour je serais content dans ma vie. C'est une blague que je fais tout le temps à Taylor. Pour le coup, on est très différents sur ces sujets-là. Et la dernière fois, on était au resto avec Yomi. Et Yomi dit, vous croyez que les gens là dans la salle, ils sont plus riches? Et je suis, ouais, mais moi, je suis pauvre, moi. Et Taylor, il a commencé à faire la leçon. Il fait, faut que t'arrêtes de dire que t'es pauvre, t'es pas pauvre. Je dis, tu te fous de ma gueule? Bien sûr que je suis pauvre. Regarde, j'ai pas mon avion. Ça m'intéresse pas d'être le riche de ces gens-là. Ouais, parce que je les admire pas. C'est qui les gens que t'admires? Bah, je sais pas. Steve Jobs. Ah, Steve Jobs, t'en parles beaucoup. Steve Jobs, c'est mon dieu. Le mec, sa lettre avant qu'il décède. Je sais que j'ai ressenti une tristesse comme si quelqu'un de ma famille était mort. C'est quoi qui t'inspirait le plus ou qui te touchait le plus chez lui? Je sais pas. C'était vraiment unique. Hein. Moi, j'ai une passion de la singularité. Et je crois que vraiment, c'est l'être le plus singulier. Tous les autres sont un peu moins singuliers que lui. Si t'avais pu avoir quelques minutes avec lui, tu penses que tu lui aurais parlé de quoi? Je sais pas. Comment tu veux répondre à une question pareille? T'imagines? Tu peux pas savoir comment tu vas te comporter avant d'être dans la pièce et avant de... C'est que j'aurais rêvé de le rencontrer jeune, alors que ça me servirait beaucoup plus de le rencontrer maintenant qu'il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, mon désir de le rencontrer était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Et il y a 20 ans, j'aurais imaginé que le rencontrer changerait tout à ma vie. Alors qu'aujourd'hui, je sais qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, quoi. Souvent, quand on est jeune, on a l'illusion que quelqu'un d'autre peut faire notre vie. Réussir, tu vois. Mais en fait, il n'y a que toi qui peux faire ta vie. Ça change.
Et Du coup, t'as quoi à dire à la communauté par rapport à tout ça, ouais? qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, T'as plein de rushs. j'ai à dire que bah. J'ai pas rencontré ça chez d'autres personnes en vrai. On n'a pas, je sens qu'on a pas les pas manières les de mêmes réfléchir, tu vois. Je sais même pas ce que j'ai à dire, tu sais, je suis perdu, en fait, c'est trop chelou, genre, tu vois. Ça, c'est totalement différent de ce qu'on a rencontré jusqu'ici, quoi. Ça a rien à voir. Tu sais, ce matin, j'étais ultra hypé, j'étais en mode let's go, on va faire Oussama Hamar, etc. et tout. Il a dit, moi je comprends pas les gens qui regardent ce genre de format de contenu, genre tu vois, de 24 heures. Je suis frustré, je suis un peu sur ma faim. Bah, t'as été pris totalement au début. Moi, j'étais pris au dépourvu. Je comprends pas les gens qui regardent ce type de vidéo YouTube, et il l'a assumé, il l'a dit, tu vois. À ce moment-là, vous devez vous demander qu'est-ce que je fais sur un terrain vague, seul, mais surtout complètement perdu. Je vais vous l'expliquer. Active le micro, comme ça on rigole un peu. Pour tout vous dire, la première partie de journée avec Oussama s'est super bien passée. Et de base, c'était pas forcément gagné. En effet, quand je lui avais proposé de faire ce concept avec moi, il m'avait répondu de manière assez froide qu'il l'avait déjà fait avec quelqu'un dans le passé, qu'il n'avait pas forcément kiffé le type de format ou le type de contenu, que ça le saoulait du moins un petit peu justement à tourner, et il m'avait un petit peu remballé. Et donc, de par un très bon ami qu'on a en commun, au final, on a pu réaliser cette journée de tournage dans laquelle on est. Mais j'ai vite compris qu'avec lui, ça allait être un petit peu différent. En effet, dès nos premiers échanges WhatsApp, il m'a vite fait comprendre que par exemple faire des appels ça le gonflait, ou qu'il n'y avait pas forcément de planning de prévu pour la journée, et qu'en gros ça allait être un petit peu freestyle. Ce qui me dérangeait pas du tout. Et la preuve en est, la matinée, comme je vous l'ai dit, c'est plus que bien déroulé. On a eu plusieurs moments qui étaient très intéressants, mais cependant, je sentais que j'étais un petit peu frustré. Étant donné le personnage et comment je sais qu'on peut aller le pousser dans certains retranchements pour avoir vraiment des pépites de valeur, j'avais envie de creuser encore beaucoup plus loin. Mais pendant la deuxième partie de journée, en fait j'ai découvert aussi une autre facette d'Oussama. Après que tout se soit passé parfaitement sur la matinée, ça a commencé à complètement changer d'ambiance et tout est assez extrême. Je vous explique. Du coup, il se passe quoi, Silouane, là, concrètement? Alors là, Oussama il est parti à un dîner, enfin un déjeuner, et j'ai aucune idée de où est-ce qu'il est parti et de à quelle heure il va revenir. Là il est à peu près 15h et j'en ai aucune idée. Et c'est vrai que cet épisode, franchement pour moi il est challengeant parce que j'ai l'habitude avec chaque guest, comme je le disais en début de vidéo, avec chaque guest moi j'ai un planning. Et je sais ce qu'on va faire dans la journée, je sais qu'on va faire certains types d'activités, je sais que vous kiffez le lifestyle et donc du coup je fais en sorte justement de pouvoir ponctuer justement mon format entre les talks de valeur avec plein de paysages différents, plein d'activités différentes. Mais là concrètement aujourd'hui on retrouve pas ça. Et Oussama c'est vraiment quelqu'un d'à part. C'est vraiment quelqu'un qui est atypique dans sa manière de vivre, de faire, d'agir, de parler. Et je pense que c'est cette unicité-là qui le rend aussi intéressant. Mais je vous avoue que moi, pour l'instant, sur ce début de vidéo, moi-même, j'ai pas ce que je veux. Je sais que Oussama peut aller tellement plus loin, peut aborder des sujets qui sont tellement plus profonds. Et là, ce que je vais faire sur cet après-midi, c'est dès qu'il va revenir, je vais essayer de le choper sur des questions beaucoup plus ouvertes. De reprendre un petit peu en main justement tout ça sur l'après-midi. Parce que là, j'ai l'impression que mon propre format m'échappe. Et ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé avec aucun guest. Et ça me frustre. Si ça se trouve, il va revenir dans 2 heures ou dans 3 heures et qu'au final, on n'aura quasiment pas de talk avec lui et que cette vidéo va durer, genre, je sais pas moi, même pas 10 minutes. Alors que de base, j'avais prévu un 50 minutes et même je m'étais dit que ça allait être le format le plus long de la chaîne, cette vidéo-là. Genre, j'en ai aucune idée. Et quand Oussama, il dit que c'est le chaos, bah là, honnêtement, je suis dans son monde. Vraiment dans le chaos. Et genre là, je le ressens, genre le chaos. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures, et on n'avait pas forcément d'indication claire de quand est-ce que Oussama allait rentrer. Du coup, on ne savait pas réellement quand est-ce qu'on pourrait reprendre le tournage. Et même si j'avais pendant la matinée plein de moments d'informations, de valeurs qui étaient intéressants, je ressentais qu'en réalité, on pouvait aller beaucoup plus loin dans la discussion et que j'avais pas encore réellement les perches, les conseils et la profondeur que je voulais encore plus aller chercher chez Oussama, étant donné que je sais qu'il l'a. Et ce qui s'est passé donc, c'est qu'on a enchaîné sur une petite partie plus podcast entre nous, et là j'ai commencé à lui poser plein de questions, et j'avais l'impression en fait que chaque question que je lui posais, qu'il avait envie de la casser, de toujours répondre à un truc opposé à ce que j'allais dire ou à ce que je pouvais imaginer. Ouh. Fatigué? Un peu, ouais. Pas dormi l'année dernière. C'est passé comment du coup ce midi? Bien. C'était quoi comme rendez-vous là que t'avais? J'avais rendez-vous avec un mec qui fait pas mal de trading crypto. T'as investi sur le crypto? Moi j'ai un market maker en crypto, donc moi-même je possède pas de crypto en direct, mais à travers notre market maker
On aide des gens à prendre des positions, etc. Et sur leur bénéfice, on gagne de l'argent. Tu as été beaucoup dans le milieu start-up pendant des années et des années. Tu as basculé quand même dans le milieu infopreneurial. Est-ce que tu as pu voir un peu des différences entre ces milieux dans les personnes un peu qui entreprennent, qui sont dedans? Non, c'est complètement artificiel comme différence. Tu sais, aux États-Unis, il y a les gens qui font du business et les gens qui font pas de business. Mais en France, on adore créer des catégories, on a créé des infopreneurs, etc. Moi, je vois pas de différence entre ce que je faisais à Coup d'État et Business Pro. Hein. C'est infopreneur par infopreneur, machin, truc. Et puis tout ça, c'est des trucs d'étiquette. Les gens sont très fiers d'avoir des étiquettes. Il y a une passion francophone de l'étiquette qui, moi, m'intéresse pas du tout, en fait. Toi, dans la partie infoprenariale, du coup, c'est quoi les différentes choses que tu as? Donc, tu as le Better Colossus, tu as Business Pro. Bah, en fait, l'offre, elle est assez simple. Tu veux me parler une demi-heure, tu prends un Better Colossus, j'en fais que les lundis. C'est un peu ma façon de rendre à la communauté de rester connecté en fait avec les gens. Ensuite, tu as une offre Business Pro à 1500 € où là, c'est une formation approfondie sur les sujets d'IA, etc. Ensuite, il y a un accompagnement qui s'appelle Better with Us, qui est la version haut de gamme de ça. Donc en fait, tout le sujet, c'est en fonction de ton développement, de l'endroit où tu es et de ton stade de développement. Il y a toujours une offre qui est adaptée. T'as rencontré genre des gens avec des profils genre atypiques ou alors je sais pas, il s'est passé une dinguerie en Better Colossus Ça c'est bien 20% des calls, ouais. C'est quoi genre par exemple, genre, je sais pas, une grosse dinguerie genre qui t'a marqué, qui est arrivé en Better Colossus? Un mec en Suisse qui a une boîte de proxénétisme légal. Ok. Donc il prend un Better Colossus parce qu'il a une agence de prostitution en Suisse enregistrée au gouvernement. Et il se demande comment la scaler, tu vois, et la faire grossir. Ce que là, je l'attendais pas, tu vois. De temps en temps, j'ai des gens vraiment étranges, qui disent des trucs étranges. Tu vois, un jour, il y a un mec qui a voulu m'hypnotiser pour avoir mes codes de compte en banque pour me piquer mon argent. Ouais. Bon, ça n'a pas marché. Il était très étonné. Là, il m'a regardé dans les yeux en silence et il m'a dit, je suis en train de t'hypnotiser. Gros malheur. Il y a des patterns en particulier communes que tu vois sur les entrepreneurs en général qui prennent les Better Colossus, par exemple, de problématiques qui reviennent souvent, c'est à chaque fois des choses. Alors, si, forcément. Mais il faut pas perdre de vue que le but du jeu à la fin, c'est de produire de la valeur. Et la façon de produire de la valeur, c'est pas forcément d'être entrepreneur. Par exemple, moi, j'ai beaucoup plus d'admiration et de respect pour un salarié qui regarde mes vidéos et qui, grâce à mes vidéos, va au taf et est un plus grand risk-taker et va améliorer des trucs dans son taf ou dans sa fonction publique ou etc. Il va vraiment appliquer ce qu'on raconte sans jamais devenir entrepreneur parce qu'il se sent pas apte à être entrepreneur ou qu'il n'a pas envie d'être entrepreneur ou que c'est pas son aspiration dans la vie. Que le wannabe entrepreneur qui prend l'argent de la BPI, qui passe 3 ans à faire semblant d'être entrepreneur, qui casse les couilles de tout le monde avec son idée à la con, dont personne n'est intéressé, mais qui a tous les codes et tout ce qu'il faut pour pouvoir dire dans la société qu'il est entrepreneur. Et ces gens-là, je les trouve abjects. Mais j'ai compris en fait que la société n'était pas divisée entre entrepreneurs et pas entrepreneurs. La société est divisée entre risk-takers et non-risk-takers. Et des risk-takers, il y en a dans toutes les tranches de la société. Tu deviens un risk-taker en prenant des risques, c'est aussi bête que ça. Et un petit risk-taker peut devenir un grand risk-taker. Et plus tu prends de risques, plus tu es heureux. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a une fonction cachée entre le fait de prendre des risques et le fait d'être heureux. Aujourd'hui sur la partie infopreneur, donc c'est Yomi qui gère tout ça, à la limite toi tu te détaches de cette partie-là du business. Ouais, je reçois des virements et ça me fait plaisir. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ces virements? C'est quoi genre tes kiffs? En fait, j'investis énormément sur mon avenir, donc ça coûte cher en fait. Tu investis beaucoup? J'investis beaucoup, ouais. Et tu valorises plus les expériences que le matérialisme? Ouais, clairement. Alors, c'est vrai qu'en vieillissant, je suis devenu très attaché au fait d'avoir accès à des choses que l'argent ne peut pas acheter. En fait, je trouve que le vrai snobisme et le vrai game, c'est quand tu as accès à des choses, ou même avec tout l'argent du monde, tu peux pas. Et récemment, j'ai eu pas mal de trucs comme ça. Donc, j'ai assisté à des projections de dessins animés qui sont pas encore sortis, des mois avant qu'ils sortent, et des albums par Sofiane. On a eu accès à des soirées invraisemblables, avec des sirènes dans les piscines, des fontaines de champagne. Enfin, tu peux pas payer ton ticket à la fête. Et rien à foutre, si tu l'appelles et tu dis ouais, je peux inviter à ta fête, je te donne 10 000 € pour venir, et il dit ah, le mec qui organisait, il a pas besoin de tes... Non, il a pas besoin de ton argent. Hein.
Alors que ce début de discussion se passait super bien et qu'on a pu aborder avec Oussama différents sujets, tout comme l'avenir de la crypto-monnaie, l'évolution de ses différents business, sa relation avec Yomi Denzel et ses meilleurs conseils pour développer un personal branding. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je vous encourage à commenter cette vidéo YouTube et à m'indiquer si jamais vous souhaiterez que je diffuse l'épisode complet du podcast qu'on a enregistré avec Oussama. Si jamais ça vous chauffe, dites-le moi en commentaire, et si jamais je vois que vous êtes beaucoup à être motivé par cette idée-là, et ben il est fort probable que dans les prochains jours, je sorte cette discussion complète de façon non censurée, et croyez-moi, il y a des grosses pépites dedans. Mais bref, pour revenir à la vidéo, comme je vous disais, cette première partie de podcast se passait super bien avec Oussama, mais ce qui s'est passé après, c'est que plus on a avancé dans la discussion, plus je sentais un malaise. Ce qu'il dit, genre, tu vois, je trouve, genre, parce qu'il y en a plein en France qui ont voulu reprendre le schéma un petit peu en s'inspirant, que ça soit du Andrew Tate ou d'autres personnes, etc., et tout sur le marché anglophone, et tu sens directement quand ils en parlent que, tu vois, c'est qu'ils le vibrent pas, tu vois, qu'ils le vivent pas. Alors que tu gagnes, tu sens vraiment que c'est quoi de façon profonde, tu vois, avec Elyséum, tout ça, avec... Non, c'est sûr. Plus on a avancé dans la discussion, plus je sentais que ça commençait en fait sûrement un petit peu à le saouler de devoir être assis comme ça, de répondre à ces différentes questions, etc. Et en fait, ça a commencé à devenir même gênant la discussion, et ça a pris une toute autre tournure. Je vous laisse le constater par vous-même. Mais toi, ça se voit que c'est un truc, genre vraiment, genre je le vois, alors tu sais, comparé aux autres gars, c'est vrai que j'ai eu, que genre ce genre de format, ça te casse les couilles. Ouais, je vais répondre à ça. Tu vois, par exemple, Alec, t'as envoyé là, Yomi, machin, ils sont hyper pushy là-dessus. Moi, ça me fait chier à mourir. Je trouve que c'est un enfer, en fait. 24 heures dans ma life. Je me dis, mais c'est qui les cons qui regardent ça, en fait? Vraiment, tu le mettras ou tu le mettras pas, c'est vraiment assumé comme truc. Je me dis, mais qui c'est qui passe sa journée à regarder des trucs pareils? Je sais que ça marche, je sais que les gens sont friands, je sais que je suis dans ce game-là et cette monétisation-là. Et donc, ouais, faut y jouer. Je suis pas un gamin, mais philosophiquement, j'ai toujours une interrogation immense en me disant, mais comment ça se fait que ce type de contenu marche autant? Jamais je regarderai une vidéo sur la journée de Alec Henry et Yomi Denzel. Mais c'est pas possible. Mais pourtant, ça donne de la valeur. Tu peux transmettre du savoir à travers ce genre de format. Ouais, tu peux matérialiser ce qu'il voit un petit peu. Qu'est-ce que je transmets comme valeur aujourd'hui? Sérieusement? Pour l'instant, pas encore. Mais même, en fait, sérieusement. Elle est où la valeur dans ces conneries-là? À la fin de cette discussion, j'arrivais pas à comprendre. Est-ce que c'était un manque de respect de la part de Oussama, que ça soit envers moi, que ça soit envers tout le travail qu'on a fait, que ça soit envers le fait qu'on se soit déplacé pour venir tourner une vidéo avec lui, pour qu'il nous dise ça, et que ça soit même pour vous, les viewers de cette vidéo? Ou est-ce qu'en réalité, c'est juste qu'il n'y a aucune mauvaise intention de son côté, mais juste qu'il est extrêmement cru? Est-ce que c'est son opinion qu'il décide de partager, et c'est justement pour ça aussi que les gens l'aiment, et c'est justement pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo avec lui? Même si jamais ce qu'il dit assez souvent ne va pas forcément me plaire, c'est que ça va être lui et qu'il va être entier dans ce qu'il dit. Mais sur le moment, j'avais du mal un petit peu à théoriser tout ça. Donc ce que j'ai décidé de faire, une fois la discussion terminée, ça a été de sortir et de faire un point avec mon équipe sur ce qui venait de se passer. Et honnêtement, je voulais faire de la vidéo avec Oussama la plus incroyable de toute ma chaîne. Je m'étais dit que c'était un kiffeur, qu'on allait aller à gauche, à droite, rencontrer telle personne, qu'il allait nous raconter telles histoires, telles anecdotes, qu'il allait faire des snacks ultra virales et que cette vidéo elle allait faire des vues de fou. Sauf que pour l'instant, depuis le début de la journée, il n'y a rien qui s'est passé comme ça. Et mon format il m'échappe complètement. Mais vous savez quoi? Je pense qu'un bon créateur de contenu, c'est quelqu'un qui sait transformer du chaos, de l'imprévu dans une vidéo, et le retourner avec un storytelling et de s'adapter pour faire en sorte que ça soit la plus belle possible. On a ensuite pris le taxi pour passer au Airbnb se changer en vue du dîner qu'il allait arriver pendant la soirée. Et le dîner, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est l'un des points clés de cette journée. En effet, Oussama organise très souvent des dîners
Mais là en particulier, ce soir, c'est un dîner où il y a plus de 20 personnes différentes qui l'a réuni. Et ces 20 personnes ont la particularité de tous être soit des entrepreneurs, soit des investisseurs, mais surtout d'être des personnes de milieux complètement différents et que Oussama rassemble au cours de ces fameux dîners. Oussama en organise dans le cadre personnel, comme il organise ce soir où il invite chaque personne qui vient à manger chez lui à ses propres frais, ou encore des fois à Paris de manière ponctuelle, où là c'est des dîners qui vont être directement payants pour des personnes qui de base ne connaissent pas Oussama et qui veulent pouvoir rentrer en contact avec lui et partager ce type de moment avec lui. Bon l'équipe, là du coup on est revenu du Airbnb et on va retourner chez Oussama. Il nous a invités pour dîner. Il y a pas mal d'invités de qualité. Il y a plus de 20 personnes qui vont être réunies à ce dîner. Des traders professionnels, des personnes qui sont dans la crypto, des personnes qui ont monté des startups, un acteur, bref, du très beau monde et vous allez nous suivre. Let's go. Une fois arrivé chez Oussama, on a pu commencer à voir qu'il y avait déjà de nombreuses personnes qui étaient arrivées. Il y avait même un petit cocktail qui s'était mis en place, ça on proposait à chaque personne qui arrivait directement. J'ai commencé un peu à sympathiser avec différentes personnes qui étaient présentes au dîner, et de l'autre côté, le chef cuisinier qui était venu spécialement pour l'occasion était en train de préparer le dîner. Pendant le cocktail, j'ai pu échanger avec pas mal de personnes que j'ai pu rencontrer et je me suis rendu compte qu'en très grande majorité, c'était tous des Français qui s'étaient expatriés à Dubaï, puis on est ensuite passé à table. Et là, ça a été honnêtement grandiose. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces dîners-là, Oussama a une règle, c'est qu'en fait, tous les X temps, donc tous les X minutes directement, il va en fait un petit peu taper sur son verre et il va y avoir en fait un switch où tout le monde va switcher de place avec son voisin pour pouvoir discuter avec quelqu'un d'autre avec lequel on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger. Et ça, c'est un super moyen pour pouvoir un peu faire une sorte de speed dating et de parler avec plein de personnes différentes qui sont à la table et d'apprendre à connaître un petit peu tout le monde. Et il se trouve qu'avec Oussama, on était à l'opposé chacun de la table, mais que j'ai pu discuter avec une personne qui avait été invitée qui était hyper intéressant. On a pu se partager chacun un petit peu nos parcours, nos histoires, et simplement pas juste parler business, même créer des vrais liens. Et j'ai moi-même appris beaucoup de choses hyper intéressantes. Puis, une fois que le dîner est arrivé à sa fin, ce que je souhaitais faire, c'était la tradition que je fais dans chaque épisode. Un talk de fin où on allait pouvoir discuter d'une façon un peu plus profonde sur différents sujets. Et c'est ce que je voulais faire avec Oussama. Et j'avais commencé à préparer ce talk-là, et je m'étais dit que ça allait être génial, et j'avais hâte de faire cette discussion après le dîner. Mais, à nouveau, tout ne s'est pas passé comme prévu. À la fin du dîner, Oussama est parti, et est allé directement dans sa chambre, et on n'a même pas eu l'occasion réellement d'échanger. On n'a pas eu l'occasion de se dire au revoir, on n'a pas eu l'occasion de se faire ce talk dont je lui avais parlé, que j'avais réellement envie de faire avec lui. Et il est remonté dans sa chambre, et la journée s'est finie comme ça. Sorry. Thank you very much. Thank you for the dinner. Thank you. Have a good night. Thank you. Bon l'équipe, on arrive en fin de vidéo, fin du 24 Hour With avec Oussama. Alors la journée ne s'est pas passée exactement comme prévu. Ça s'est pas passé comme les épisodes précédents. Je pense que c'est un épisode qui est assez singulier, mais qui à la fois reflète très bien la personnalité d'Oussama. Pendant toute la journée, il a quand même détruit et contré plusieurs idées que j'avais, plusieurs façons de penser que j'avais, et m'a ouvert, on va dire, un petit peu l'esprit à d'autres types de réflexions. Et je me rends compte qu'en réalité, on est assez différents lui et moi, et que surtout il est assez différent des autres personnes que j'ai pu côtoyer et que j'ai pu avoir comme invité au cours de ces précédents épisodes qui avaient tous aussi énormément de succès. Et la beauté dans ça, c'est qu'on peut se rendre compte que peu importe, que vous ayez un caractère qui soit complètement chaotique, un caractère qui soit complètement organisé et structuré, que vous soyez quelqu'un d'hyper créatif ou que vous soyez un entrepreneur plutôt qui suit à la lettre des process, il y a de la place pour tout le monde sur le marché et que c'est votre singularité qui fera votre force. Et je pense que cet épisode est différent mais caractérise très bien qui est Oussama Ammar.